C'est juste pour situer un peu où on est dans le temps. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Dr Alain Deneau. Merci. Je vais commencer par un aveu. Ce n'est pas tout à fait une situation dans laquelle je suis à l'aise d'aborder, disons, de but en blanc la question du privilège blanc, du racisme ou peu importe comment on l'identifiera. C'est-à-dire que je suis plus habitué, bien que j'ai écrit des ouvrages sur le rôle outrancièrement dominant des multinationales minières canadiennes en Afrique, bien que j'ai écrit sur le rôle des minières canadiennes en Amérique latine, en Asie ou en Europe de l'Est, bien que je me sois intéressé au rôle impérialiste du Canada dans la Caraïbe britannique au début du XXe siècle, pour m'inscrire dans la perspective qu'a déjà établie Patrick Mbeko, j'ai tendance à aborder les choses du point de vue de la justice sociale, plutôt, et en insistant sur l'enjeu social. Je me souviens d'avoir entendu récemment quelqu'un dire, à fort juste titre, quelqu'un relever qu'il y avait, je vous explique la raison de mon malaise, qu'il y avait parmi les gens qui ont des statuts précaires dans ce pays une surreprésentation des gens de couleur noire et des femmes, et bon, il y avait un certain nombre de catégories, et je trouvais ça absolument nécessaire de le relever, c'est indispensable, mais en même temps, je craignais le jour où on dira « Eh bien, on est arrivé au point où, parmi les travailleurs précaires, il y a une représentation juste des Noirs, des femmes, des bons, et qu'on se dise « ben tout va bien ». Alors que le problème, c'est évidemment qu'il y ait des emplois précaires. Le problème, c'est qu'il y ait de la violence. Le problème, c'est qu'il y ait des faits de domination. Évidemment, c'est dans cette perspective-là, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, au fond, ce qu'on dénonce. Et ce qu'on dénonce, c'est bien sûr la surreprésentation comme un sous-phénomène, si on veut, mais c'est le phénomène même de la violence indue, de la domination, de l'exploitation, et ainsi de suite. Et c'est toujours bon, sur cet axe que j'ai voulu me situer, mais comme le disait Ricardo Lamour d'entrée de jeu, il s'agissait aujourd'hui de nous faire quitter notre zone de confort. Et donc, j'ai accepté de voir comment, dans le travail que j'ai essayé de mener ces dernières années, il y avait bien quelque chose d'enjeux raciaux qui se dessine. Et bien entendu, j'ai toujours en quelque sorte tourné autour du pot, puisqu'il s'agit quand même bien toujours de cela qu'il s'agit, mais sans vraiment le nommer. Peut-être pour commencer, je vais y aller. J'ai l'habitude d'exposer très rond, mais là, comme j'ai accepté de jouer le jeu, ça risque d'être décousu. D'abord, j'ai le privilège de m'intéresser donc à la chose du genre. Mais quand je dis genre, là, je ne suis pas en train de faire une mauvaise traduction de gender. C'est-à-dire quand on dit le genre en français, pour traduire gender, c'est un anglicisme, parce que le genre en français, ça veut dire à peu près le contraire du gender. C'est le genre en tant qu'il comprend tout le monde, le genre humain. Hein. Bon, moi, j'ai le générique. Bon, je me suis toujours intéressé aux luttes par rapport au générique. Hein. Et en cela, je me sens assez près du philosophe camerounais Achille Mbembe, hein, qui dit, par exemple, lorsqu'il dénonce la situation de commandement que subit l'Afrique de la part de ces élites dont a parlé Patrick Mbeko. Moi, je trouve que le mot élite, c'est beaucoup trop amélioratif pour ces gens. Ce sont finalement plutôt, c'est une oligarchie plutôt, mais rien d'une élite. Hein. L'élite, on l'avait au 19e siècle, c'était des gens lettrés, civilisés, des gens fins et savants. Aujourd'hui, on n'est pas ça du tout, là. Bon, des oligarques. Bon, mais à l'époque, donc, quand Achille Mbembe critique cette oligarchie qui commande à l'Afrique sa façon la façon dont elle devrait se comporter et agir et décider, enfin, ce qu'il dit, ce qu'il dénonce, c'est une non-reconnaissance de l'Occident, de cette oligarchie à l'occidentale, du caractère humain de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une façon d'ouïr. Il y a des façons d'ouïr en Afrique. Il y a des façons de sentir. Il y a des façons de goûter. Il y a des façons de penser. Il y a des façons de s'organiser qu'on ne reconnaît pas comme étant de l'ordre du patrimoine universel. Et le problème, il a trait à cette reconnaissance de l'universel de la chose, et surtout pas d'une sorte de particularisme qui aurait en quelque sorte une
réalité, une valeur absolument autarcique. Bon, et au fond, on pourrait dire que le racisme ou l'antiracisme, d'une manière évidemment antagonique, consiste à porter attention sur ce qui entrave un lien au générique, que ce soit pour le solliciter ou pour le dénoncer. J'avance encore à tâtons dans tout ça pour parler un peu des documents, des livres, des sources qui ont pu alimenter une réflexion. J'avais été frappé dans mes années d'études par ce que disait Gregory Bateson du racisme dans un de ses essais très variés vers une écologie de l'esprit. Et j'extrapole un peu, là, je ne pense pas qu'on peut lui attribuer directement tout ce que je vais dire à propos de son impression, mais il disait, au fond, la question du racisme, au fond, c'est une option. Et ce qui est intéressant quand il disait cela, c'est qu'il permettait en fait de ne pas réduire à une ontologie le fait du racisme. Très souvent, on se perd dans des espèces d'ontologie où on va dire quelqu'un est raciste ou quelqu'un n'est pas raciste. Il est raciste, il n'est pas raciste. Bon. Alors que ce qui intéresse Bateson, c'est au fond le fait social du racisme, beaucoup plus que la question personnelle ou individuelle de l'être ou de l'être pas raciste. C'est-à-dire qu'il va dire, au fond, le racisme est d'abord un fait social. C'est une option qu'on a ou qu'on n'a pas, selon le monde dans lequel on est, selon l'organisation dans laquelle on se trouve, selon la façon dont les choses où on se trouve, dans la communauté où on se trouve, ont été, dans l'histoire, structurées, agencées, racontées et surtout connotées, de sorte que quelqu'un, un jour, dans cette situation sociale et historique-là, peut lever l'option d'être raciste. Indépendamment qu'il le soit ou pas, la question du racisme, c'est d'abord une question d'option. Et cette option-là, on l'entend très bien dans la fameuse phrase « Je ne suis pas raciste, mais… » Ou mon voisin est noir et je suis allé lui parler. » Bon, et là, ce qu'on voit, c'est que le problème du racisme n'a pas trait, au fond, à une question finalement casuistique de morale personnelle, mais il a d'abord et avant tout trait à une option, qu'on lève ou pas. Et je dirais que la question, c'est pas tant d'être ou ne pas être raciste soi, que de savoir si on est ou on n'est pas en situation potentielle de racisme, si tant est qu'on le décide. Je suis dans un autobus et j'ai l'option d'être raciste si je le veux. Je suis dans un immeuble à logement et j'ai l'option d'être raciste si je le veux. Je suis dans un bureau, dans une vie collégiale de bureau et j'ai l'option d'être raciste ou pas. Et dès que cette option-là existe, il y a problème. Qu'on soit raciste ou pas. La question n'est pas là. La question, c'est que l'option existe et c'est un problème pour tout le monde. Et si on ne le comprend pas, on passe à côté parce qu'on va simplement soigner sa bonne âme en disant « je ne suis pas raciste, mais c'est vrai que de temps en temps ceci, et puis je ne suis pas raciste, mais quand même j'ai été gentil avec cette personne-là. » Bon. Pourquoi cette situation, ces conditions de possibilité du racisme, on dirait en philosophie, existent? Il faut faire l'histoire. Effectivement, il faut la faire à plusieurs. Encore une fois, je suis d'accord avec Patrick et avec des commentaires qui ont été faits de façon de part et d'autre. À savoir qu'il y a une histoire à faire, notamment celle que fait le Suédois Sven Lindqvist dans son livre « Exterminer toutes ces brutes », où il explique en long et en large comment, au 19e siècle, la domination européenne en Afrique s'est d'abord expliquée par la domination des armes. Ici, a donné qu'en quelques décennies, l'Europe a développé des fusils qui résistaient à l'humidité, qui avaient des longues portées, qui tiraient avec une précision qu'on n'avait jamais vue depuis lors, et ce qui permettait aux armées d'invasion européennes de gagner des batailles à plate couture. Mais après ça, on a eu les ferries et les grands penseurs de la civilisation européenne qui se donnaient pour mandat, en présentant la chose comme étant un peu un fardeau de la supériorité, de dire, bon, il faudra bien aller voir les Noirs et leur expliquer leur juste sur l'universalité des choses, parce que c'est bien nous qui en sommes tributaires. Mais ça a été d'abord et avant tout, je veux dire, une affaire matérielle, guerrière, militaire, qu'on a effectivement recouvert ensuite d'un vernis de civilisation qui est devenu ensuite effectivement le socle d'une idéologie. Bon. Une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce que ces enjeux peuvent se refléter
dans un certain nombre de considérations qui sont celles dans mes travaux, là, puisque c'était l'invitation. Donc la question des sociétés minières, la question de la gouvernance et la question des paradis fiscaux, donc les 3 points qui m'ont intéressé dans le passé. Déjà, sur la question des sociétés minières et je dirais plus largement extractivistes, bien sûr, il y a le rapport des puissances oligarques occidentales à l'Afrique. J'ai fait un livre, Noir Canada, qui s'est mérité 2 poursuites pour 11 millions de dollars pour diffamation. Et ça a été, entre 2008 et 2012, l'objet d'une double lutte, c'est-à-dire une lutte d'une part pour faire reconnaître le débat nécessaire, à savoir que 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. La plupart proviennent d'investisseurs qui ne sont pas ici. Il y en a beaucoup qui proviennent, cela dit, d'ici même et qui sont responsables de l'exploitation des mines dans le même pays qui souffrent de ces pratiques, notamment le Congo-Kinshasa, qui a été le théâtre de guerres affreuses pour le contrôle des minerais, cela impliquant au premier chef des sociétés minières canadiennes. Il fallait le dire et le documenter. Ça a été fait dans un premier temps. Il fallait, dans un deuxième temps, faire valoir ici même la liberté d'expression, c'est-à-dire le fait de pouvoir tenir sans intimidation dans l'espace public des débats de cet ordre. Et donc, il s'en est suivi toute une campagne sur cet enjeu. Pour ma part, cela dit, j'ai toujours fait un lien entre ces 2 causes. J'ai toujours dit que c'est parce qu'on parlait de l'Afrique qu'il y avait une tentative manifeste de bâillons de part et d'autre dans la société, tout simplement parce que le jour où l'Occident aura considéré en face ce qu'elle a fait en Afrique, elle ne pourra plus avoir sur elle-même ce discours si complaisant qui est le sien sur toutes les tribunes. Maintenant, il m'est arrivé de développer effectivement des concepts non plus proches de la question du racisme. J'ai jamais vraiment parlé de privilèges, mais j'entends bien ce que cela peut, on entend bien ce que cela peut comporter. J'ai parlé par exemple de génocide involontaire. C'est une notion que j'ai voulu développer dans Noir Canada, faire l'économie de la haine, en faisant là un calque ou en tout cas une référence à l'homicide involontaire, mais sur un plan collectif. Qu'est-ce que c'est le génocide involontaire? Ça peut faire sursauter des gens parce qu'on sait qu'un génocide est planifié, donc il s'agit simplement d'une analogie avec l'homicide involontaire, une notion qui existe déjà en droit et qui concerne des cas graves de négligence industrielle qui concourent à la disparition de peuples. Je pense par exemple au cas de Texaco en Équateur ou au cas de la CEMOS au Mali. Dans ces 2 cas, on a 2 sociétés qui ont fait preuve dans une sorte de planification, qui n'est pas une planification volontaire d'éradication d'un peuple, mais qui est une planification industrielle, négligente à souhait, en ce qui concerne les conséquences, en ce qui concerne donc les conséquences quant au traitement de déchets toxiques, quant à certains déversements, ainsi de suite, de pétrole, ainsi de suite. Et au fond, l'idée, c'est de constater qu'il y a négligence parce qu'on ne considère pas les peuples qui sont exposés à ces pratiques-là. On constate que Texaco ou IAMGOLD ou AngloGold ne se seraient manifestement pas comportés, comme ça a été le cas en Équateur ou au Mali, si leur site d'exploitation avait été tout près de Westmount. Et on se rend compte que c'est parce que, implicitement, il y a un mépris, une hiérarchisation des cultures, il y a une hiérarchisation des groupes exposés aux problèmes, aux pratiques industrielles, qu'il y a les conséquences que l'on sait. Et évidemment, on pourrait citer d'autres cas concernant les Premières Nations. La gouvernance, je vais un peu vite sur ce point-là parce que ce serait une conférence en soi, mais la gouvernance, c'est vraiment une façon de dire aux gens d'Afrique, vraiment dans l'optique. Il y a deux façons de voir la chose. Il y a la façon cynique et la façon angélique. La gouvernance, vous savez que moi, la gouvernance, c'est le contraire de la démocratie. C'est l'application de normes développées dans l'entreprise privée quant à tous les secteurs d'activité. Et soit on a en quelque sorte des responsables intéressés qui commettent ce qu'Achille Mbembe leur reproche, c'est-à-dire d'agir en commandant
en Afrique notamment, et à présenter les normes de gestion occidentale comme étant les seules qui vaillent. Oubliez vos organisations traditionnelles, oubliez ce qui fait sens chez vous, oubliez vos modes de pensée et oubliez éventuellement les débats qui pourraient avoir lieu pour que ces choses-là évoluent historiquement, comme dans toute communauté. Il ne s'agit pas de fétichiser toute pratique autre comme quoi elle est nécessairement bonne, et on peut en débattre, mais il s'agit de simplement faire table rase de tout ça et dire, gouverner, nous on connaît, d'ailleurs on va voter des crédits à partir de nos budgets d'aide au développement pour vous envoyer des experts qui vont vous expliquer comment pas vous faire corrompre quand un des nôtres va vous corrompre, et vous allez voir, ça va se passer très bien, quoi. Donc, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais il y a comme d'une part cette espèce de modélisation disons, qui ne tient compte que des références occidentales, et d'autre part, il y aurait ce que Albert Memmi, pour ceux qui succomberaient à l'idée que la gouvernance est la démocratie, ce qui m'apparaît erré, mais en tout cas pour ceux qui croiraient effectivement que c'est une bonne chose et qui seraient sincères et convaincus, débarquer dans un pays qui a son histoire, a ses ressorts historiques, a ses modes d'organisation, et dire oubliez tout ça, moi je sais comment ça marche, c'est la gouvernance, c'est faire ce qu'Albert Memmi appelait être colonialiste de gauche. Et le colonialiste de gauche, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un occidental qui, ou en tout cas, ça pourrait aussi aujourd'hui être un Chinois, je ne sais trop, mais quelqu'un qui arrive de loin et qui débarque en ayant la certitude qu'il sait comment les peuples opprimés peuvent s'émanciper en fonction de modalités qui sont celles qui viennent précisément des pays qui oppriment. On dit, on va tellement vous opprimer qu'on va même vous opprimer en vous expliquant comment vous pouvez vous émanciper, quoi. C'est fait exactement comme nous, et ça va marcher, vous allez voir, vous serez des vrais libéraux comme on les aime. Le troisième point concerne les paradis fiscaux, et là, ça se complique, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais essayer d'aller vite quand même. Déjà, l'expression paradis fiscal, c'est intéressant. Vous savez c'est quoi les paradis fiscaux? Il suffit d'avoir vu des films de James Bond. C'est les Bahamas, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, le Luxembourg, la Suisse, Singapour, les îles Marshall, et ainsi de suite. Ce sont quelques 80-90 pays dans le monde qui permettent à des entités, des entreprises privées, des grandes industries, des institutions financières, des détenteurs de fortune, d'inscrire leurs activités dans les pays où, en réalité, ils n'ont pas d'opération. Et plus important, de dégager les modalités de comptabilité et de gestion de leurs opérations là où ailleurs de là où ils sont. On exploite des mines au Mali, on est dans l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire, mais les comptes et les entités qui exploitent sont officiellement enregistrés à l'île de Man, à l'île de Guernesey, dans les îles Vierges britanniques, à Belize, ainsi de suite, pour éviter de rendre des comptes aux autorités locales, pour éviter aussi de payer des impôts. On appelle ça les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux constituent en eux-mêmes, dans leur appellation même, des pays dont le nom consiste en une récupération coloniale. Pourquoi est-ce qu'on a appelé les paradis fiscaux des paradis fiscaux? Parce que les paradis fiscaux sont d'anciennes colonies, et il fallait bien les désigner à un moment donné. Donc, des fiscalistes un peu cyniques ont tout simplement recyclé l'esthétique coloniale. Ces îles lointaines où toute licence est permise, avec des palmiers, des cocotiers. On a toute l'esthétique aliénante, colonialiste, européenne du 19e siècle pour rendre féeriques ou dangereuses ces îles d'aventuriers qui étaient ces espèces de contrées lointaines, sauvages ou enjolivantes ou saisissantes, ont été en quelque sorte transférées sur le plan fiscal pour éviter de nommer des États libertariens et criminogènes que sont les paradis fiscaux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir, je n'aurai pas le temps de le citer, mais je vous réfère, je vous y réfère pas, c'est trop triste à lire, mais je peux simplement vous dire que j'ai eu à lire beaucoup de guides de paradis fiscaux de la part de ces fiscalistes un peu cyniques qui expliquaient aux gens comment on pouvait contourner le fisc et créer des entités ailleurs pour ne pas respecter la loi, ainsi de suite. Et il y en a un d'entre eux, Édouard Chambaud, un fiscaliste suisse aujourd'hui décédé, qui, dans ses critères, notamment, il explique qu'est-ce qu'il y en est des banques, qu'est-ce qu'il y en est de la législation, dans ses critères pour décrire les différents paradis fiscaux, a inscrit notamment le critère de la race. La race est pour Édouard Chambaud un critère. Donc, je ne résiste pas à l'idée
l'envie de vous montrer ce qu'il y en est. Par exemple, il dira des îles Vierges britanniques. La population des îles Vierges britanniques, noires ou métisses à 80%, est beaucoup plus calme qu'aux îles Vierges américaines voisines. Donc, on voit, voilà, vous pouvez y aller, ça va aller bien, quoi. Au Panama, la population panaméenne est principalement composée de métis d'origine indienne, à concurrence de 50%, et noirs, à concurrence de 40%, ce qui laisse 10% de blancs largement favorisés du point de vue de la richesse par rapport à leurs frères moins nantis et plus colorés. Et ils trouvent ça presque drôle. Bon, et puis ensuite, je vous passe les plus graveleuses, parce que parfois, c'est carrément de mauvais goût. Donc, enfin, on en est à dire quant à la minorité en Malaisie, les 9% de divers, dit-il, ce qui recouvre pudiquement quelques centaines de milliers d'aborigènes, le seul habitant d'origine, traités de la même façon que leurs homologues en Amérique ou en Australie, c'est-à-dire comme s'ils descendaient directement du cocotier pour rejoindre le zoo dans lequel on aimerait bien les présenter, mais où on hésite à les enfermer par peur d'Amnesty International. Ça, c'est dans le guide des paradis fiscaux d'Edouard, je les mélange, de Chambaud, Édouard Chambaud, et qui montre un peu la tonalité cynique et raciste des fiscalistes qui sont les pionniers des paradis fiscaux. Il est un des premiers à avoir informé les investisseurs de l'état, au fond, des îles, l'état des îles dans une perspective, vous avez vu laquelle, où pouvaient investir des entreprises. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir, au fond, que cela est emblématique d'un rapport historique de domination réelle des États par rapport aux paradis fiscaux. Il faut savoir que le Canada, je suis obligé d'aller vite, là, normalement, je prends 40 minutes pour expliquer ça, je vais en prendre 2. Le Canada est un pionnier dans la création même des paradis fiscaux. C'est un ex-ministre des Finances du Canada qui a créé les lois bancaires aux Bahamas. C'est un ex-membre du Parti conservateur, un avocat de Calgary qui a créé le secret bancaire aux îles Caïmans. Aux Bahamas, dans les années 60, le ministre des Finances des Bahamas était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Et les banques étaient déjà là depuis longtemps, les banques canadiennes, parce qu'à la fin du 19e siècle, la Colonial Bank, qui avait le mandat de gérer les affaires financières des colonies caribéennes de l'Empire britannique, a sous-traité auprès de banquiers d'Halifax le travail. C'était la Halifax Banking Company, mais ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a 2 grandes banques canadiennes qui viennent de Halifax, la Royal Bank of Canada, qui était la Merchant Bank avant, et la Scotia Bank, qui était la Banque de la Nouvelle-Écosse. Et ces banquiers-là, principalement de Halifax, en quelque sorte, sous la forme de l'intendance au début dans le régime colonial, ont imposé, ont dominé dans le secteur bancaire dans les Caraïbes dans ces années-là. Et au début du 20e siècle, quand les populations en ont eu assez, il y a eu des émeutes. Vous savez qu'il y a eu des émeutes face à des banques canadiennes dans ces années-là, parce qu'on voulait avoir accès au crédit, parce qu'on en avait assez de voir que seuls des étrangers pouvaient créer des entreprises et dominer le paysage d'un point de vue économique, mais que sur place, on ne pouvait pas avoir de prêts. Les taux d'intérêt étaient plus élevés quand on était un insulaire que lorsqu'on était un étranger, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, l'armée canadienne est descendue. Et l'armée canadienne, au début du 20e siècle, a envoyé donc des troupes, des bateaux, ainsi de suite, à Trinité, à la Barbade, en Jamaïque, aux Bermudes, à Sainte-Lucie, aux Bahamas, et c'était tout à fait légion, quoi. Et donc, quand on dit, moi, je suis tout à fait... Elle me fait toujours bien rire quand on dit effectivement que le Canada n'a pas de passé colonial. Moi, je dis toujours oui, le Canada est un passé colonial, donc c'est réglé. Il ne peut pas en avoir un, il l'incarne, quoi. Mais non seulement ça, mais en plus, le Canada, oui, a, au sens le plus classique, un passé colonial, et c'est dans la Caraïbe, où là, on a eu vraiment un rapport de domination, d'abord par la finance, ensuite par l'industrie, et enfin par le militaire. On peut aussi rappeler aujourd'hui que, vous savez que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont des instances qui ne fonctionnent pas comme celle de l'ONU. Ce n'est pas un pays, un siège. Les sièges sont partagés par les pays. Aujourd'hui, le Canada partage son siège avec 11 paradis fiscaux des Caraïbes, dont, par exemple, les Bahamas, la Barbade, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint-Kitts et Nevis, le Belize, ainsi de suite, c'est-à-dire des législations qui sont considérées comme les plus criminogènes du monde. Je n'aurai pas le temps d'aller tellement plus loin, mais simplement pour dire que il y a effectivement, même si je pense que c'est encore les questions de justice sociale qui doivent prévaloir, il y a encore des recoupements
qu'on peut faire, évidemment, et qu'on ne doit pas oublier, entre un racisme institutionnalisé et donc assourdi par des pratiques de la part d'instances politiques ou financières. Et ces recoupements-là, il me semble, doivent absolument être faits toujours de part et d'autre, quoi. Le problème auquel on peut assister, puis je finirai sur cette image, c'est quand on a le membre d'une communauté qui voit, et ça peut se comprendre dans un certain horizon, mais voit comme une ascension sociale le fait tout d'un coup d'être engagé par une banque ou par une compagnie d'assurance. Hein? Je suis Congolais, je suis Haïtien, je suis Ivoirien, et moi, je suis l'élu. Une banque m'a choisi pour travailler pour elle. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on engage au fond un Congolais ou un Ivoirien ou un Haïtien pour qu'il aille chercher sa communauté et faire en sorte que la communauté adhère à des institutions qui, historiquement, ont complètement écrasé les populations concernées, ce qui explique souvent leur présence ici. Et donc, c'est une sorte de... Comment dire? C'est une façon d'expliquer le malaise dont je parlais au début, à savoir que la question, disons, raciste et la question de la domination sociale, il me semble, ne peuvent pas ne pas être pensées de pair.